Avez-vous déjà regardé une performance récompensée par un Oscar et vous êtes-vous demandé à quel point elle aurait pu ne jamais atteindre l'écran? Ce soir, nous dévoilons 10 chocs de l'ère des studios. Des moments où les idoles les plus rentables d'Hollywood ont été licenciées, mises sur liste noire ou déclarées poison pour le box-office, pour ensuite revenir triomphalement dans les rôles qui les ont immortalisés. Des télégrammes secrets et des bagarres judiciaires aux feuilles de budget rouge de dette, chaque rebondissement est réel. Chaque revirement plus grand que le précédent. Accrochez-vous. Les mythes que vous pensiez connaître sur le Star System classique vont devenir beaucoup plus désordonnés et bien plus passionnants. Bette Davis, Jezebel, 1938. Printemps, 1936. Une Bette Davis de 28 ans, déjà une étoile montante chez Warner Brothers, monte à bord d'un navire pour l'Angleterre, la détermination gravée sur son visage. Elle ne fuit pas. Elle se bat. Lassée d'être contrainte à des films médiocres pendant que son talent s'étiole, Davis fait l'impensable. Elle poursuit son propre studio pour avoir le droit de choisir de meilleurs rôles. Je savais que ma carrière était en jeu, se rappela Davis des années plus tard. Je préférais ne pas travailler du tout, plutôt que de continuer sur la voie qu'ils avaient choisie pour moi. Le juge britannique resta insensible à ces arguments, rendant un verdict cinglant qui la renvoya en Amérique les mains vides. Jack Warner, furieux face à ce défi sans précédent à son autorité, suspendit immédiatement Davis sans salaire, un coup dévastateur qui la tint éloigné des écrans pendant 19 mois consécutifs. À l'automne 1937, le producteur Al Wallis se retrouve dans une situation désespérée. Warner Brothers détient les droits de Jezebel, un mélodrame de la guerre de sécession qui nécessite une certaine intensité, exactement la flamme que Davis incarne. William Wyler, engagé pour diriger, insiste sur son casting malgré l'interdiction du studio. Les registres de production racontent l'histoire. Wallis cède, envoyant un télégramme laconique. « Nous retirons les objections. Ramenez-la immédiatement. » Davis, encore animé par une colère légitime, canalise cette fureur dans le rôle de Julie Marsden, une belle du Sud défiant dont l'orgueil lui coûte tout. Le tournage de 54 jours devient légendaire pour la tension électrique entre Davis et Wyler, une friction créative qui produit une magie cinématographique. Le 9 mars 1939, Davis décroche son deuxième Oscar de la meilleure actrice pour sa performance, une statuette dorée qui a coûté à Warner exactement 2 400 $ par semaine en arriérés de paiement qu'ils avaient été contraints de respecter. Le département juridique du studio révise discrètement les clauses de suspension par la suite, limitant la durée pendant laquelle un acteur en arrêt pouvait être tenu à l'écart de l'écran. Davis avait fissuré l'édifice et Hollywood ne serait plus jamais tout à fait le même. Frank Sinatra, Tant qu'il y aura des hommes, 1953. Imaginez un crooner déchu en 1950 et un entrant chez Columbia Pictures avec des poches si vides que son agent a cessé de prendre ses appels. Frank Sinatra, autrefois, la voix qui faisait chavirer les jeunes filles, avait touché le fond. Ses cordes vocales étaient hémorragiques, ses enregistrements ne se vendaient pas, et sa relation publique avec Ava Gardner avait terni sa réputation. Le patron de Columbia, Harry Cohn, rit lorsque Sinatra mentionne le rôle d'Angelo Maggio dans From Here to Eternity. Le rôle nécessite un soldat italo-américain querelleur et colérique, et selon la sagesse conventionnelle, les crooners à l'eau de rose ne pouvaient pas jouer les durs. Pendant des décennies, la légende a persisté selon laquelle la pression de la mafia avait obtenu à Sinatra le rôle. Une histoire immortalisée dans Le Parrain. Mais les registres de paix racontent une autre histoire. Ava Gardner, toujours Madame Sinatra, malgré leur relation tumultueuse, appelle la femme de Cohn et organise un test à l'écran. Cette audition de 8 minutes change tout. Il s'approprie l'objectif. Note Cohn, après avoir visionné les images 2 fois. Maggio, d'accord aux conditions habituelles. Sinatra signe pour 8 000 $, un dixième du salaire le plus bas suivant sur la liste, sans loge roulante et sans privilège de star. Pendant les 41 jours de tournage, il perd 15 livres pour paraître suffisamment amaigri pour le rôle, improvise la scène mémorable du ukulélé et livre une performance d'une vulnérabilité brute qui ne laisse pas indifférents même les membres de l'équipe les plus endurcis. Quand Sinatra remporte l'Oscar 7 mois plus tard, la transformation est complète. Ses ventes de disques triplent en 1954. Capitol Records lui offre un contrat d'1 million de $. Le retour en arrière se répercute sur les structures économiques d'Hollywood. Le mémo de casting de Columbia, maintenant conservé dans les archives du cinéma de l'USC,
porte une simple annotation. Circonstances spéciales. Les procès-verbaux du conseil d'administration du studio révèlent qu'ils ont alloué seulement 85 000 $ pour tous les cachets de renom sur Eternity. Preuve que le studio a misé sur un coup improbable pour sauver un budget serré et a décroché le jackpot. Dans les 2 ans, de nombreux films à budget moyen réserveraient régulièrement de l'argent de transformation pour les stars déclinantes, espérant reproduire l'exploit. Judy Garland, Summer Stock, 1950. Entrée du journal de production. 18 mai 1949. Garland suspendu. Prise de poids. Retard. Inapte au tournage. Le renvoi succinct de MGM cachait une vérité douloureuse. Leur star musicale la plus fiable sombrait dans la dépendance et la dépression. Dans les coulisses, les médecins du studio avaient maintenu Garland en état de marche pendant des années, avec un cocktail dévastateur d'amphétamines et de barbiturique, la stimulant pour les tournages du matin, la sédatifant la nuit, un cycle qui avait commencé lorsqu'elle n'était qu'une adolescente. En 1949, le système s'effondrait. MGM retire Garland non pas d'un, mais de 2 films en succession rapide. Pendant 8 mois agonisants, la voix qui avait chanté Over the Rainbow est réduite au silence, tandis que les comptables du studio comptabilisent les pertes croissantes. Louis B. Mayer, face à la catastrophe financière potentielle d'une production de Summer Stock abandonnée, prend une décision commerciale calculée. Réintégrer Garland sous une clause exigeant un certificat médical quotidien. Cette exigence humiliante l'oblige à se soumettre à des examens chaque matin avant d'être autorisé à se rendre sur le plateau. Contre toute attente, Garland termine le tournage principal. Mais alors que les monteurs assemblent le film, ils réalisent qu'il manque quelque chose de crucial, un numéro marquant. En mars 1950, Garland revient chez MGM, 15 livres plus légère, après un autre régime désespéré, pour tourner Get Happy. Le numéro est filmé en 48 heures sur un plateau nu, ne coûtant que 23 000 $ en frais de production. Le résultat? 3 minutes de pure électricité qui deviendrait la pierre angulaire de chaque montage, hommage à Garland jamais assemblé. Summer Stock rapporte finalement 3 300 000 $ sur le marché intérieur, effaçant les pertes du studio dues à ses suspensions antérieures. Le clapboard de cette séance supplémentaire indique toujours « Séquence 4 cents payoff ». L'assureur de MGM a doublé les primes pour les talents volatiles l'année fiscale suivante, un coût discrètement répercuté sur les propriétaires de cinéma. Le message était clair. Les stars avec des démons personnels nécessiteraient désormais des garde-fous financiers, mais si elles étaient bien gérées, leur retour pourrait encore remplir les salles et redresser les bilans. Marilyn Monroe, Something's Got to Give, 1962. Le 8 juin 1962, la sécurité du studio escorte une Marilyn Monroe visiblement bouleversée, hors du plateau 14 à Fox. 21 jours après le début de la production de Something's Got to Give, elle n'est apparue sur le plateau que 12 d'entre eux. Les dirigeants, furieux des retards croissants, évoquent des retards chroniques et un comportement non professionnel. Le 29 juin, une poursuite pour rupture de contrat de 500 000 $ arrive dans sa boîte aux lettres, une somme astronomique pour 1962. Mais le studio sous-estime un facteur crucial. Le contrat de son co-star, Dean Martin, contient une clause de premier choix concernant l'actrice principale. Martin refuse de continuer sans Monroe, déclarant aux journalistes « J'ai signé pour faire un film avec Marilyn Monroe, pas avec quelqu'un qui ressemble à Marilyn Monroe. » L'impasse force Fox à reconsidérer. Les documents de production révèlent le choix difficile auquel les dirigeants sont confrontés. Remplacer leur plus grande star féminine et risquer d'aliéner leur acteur principal, ou ravaler leur fierté et rouvrir les négociations. Le 1er août, ils choisissent la dernière option, réengageant Monroe pour 250 000 $ d'avance plus des pourcentages sur les bénéfices, soit une augmentation stupéfiante de 25% par rapport à son contrat initial. Monroe passe un test de maillot de bain et tourne 3 scènes, apparaissant revitalisé et concentré. Puis, la tragédie frappe. Sa mort le 5 août met fin à la production de façon permanente, coûtant à Fox 2 millions de $ supplémentaires en frais irrécupérables. Les répercussions financières sont immédiates. Fox vend 260 acres de terrain, qui abritent maintenant Century City, pour compenser la dévaluation de la production liée à Monroe. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1991, les 37 minutes restantes de séquence ont attiré 27 millions de $.
1 million de téléspectateurs abaissés, transformant une comédie romantique inachevée en le film classique le plus regardé de cette décennie. La dernière négociation de Monroe, menée depuis une position de faiblesse apparente, a démontré comment le pouvoir des stars pouvait surpasser la force des studios, même dans la mort. Sa dernière performance inachevée devient plus précieuse en tant que fragment que les filmographies complètes de nombreuses stars. Buster Keaton, Sunset Boulevard, 1950. Il y a une scène de bridge dans Boulevard du Crépuscule, où, en un clin d'œil, vous pourriez le manquer. L'homme qui prononce un seul mot, passe, a autrefois réalisé ses propres films, depuis des toits et des trains en mouvement, redéfinissant la comédie visuelle dans le cinéma américain. Buster Keaton, le génie acrobatique impassible des films muets, avait été licencié par MGM en 1933 pour ce que les documents du studio appelaient une insouciance chronique. La vraie raison, son refus d'abandonner sa comédie physique méticuleusement planifiée pour l'approche à la chaîne de production du studio. En 1950, Keaton était pratiquement oublié du public, une relique d'une autre époque. Le réalisateur Billy Wilder, à la recherche de personnalités authentiques de l'ère du cinéma muet pour peupler le monde oublié de Norma Desmond, engage Keaton à la pige. $850 pour 2 jours de travail. Ce qui suit ne figurait dans aucun scénario. Pendant le tournage, Wilder laisse la caméra tourner alors que le visage impassible de Keaton rompt d'une manière ou d'une autre la transe théâtrale de Gloria Swanson, un moment non scénarisé conservé dans le montage final. Ce seul mot chuchoté, passe, devient le passeport de Keaton pour revenir à la conscience du public. Ce caméo réintroduit Keaton à une nouvelle génération de producteurs et de programmateurs de télévision. En 1957, il fait une apparition, en tant qu'invité dans Playhouse 90, pour $5 000 par prestation, soit presque 6 fois son cachet pour Sunset Boulevard. La réhabilitation culmine en 1959 lorsque l'Académie lui remet un Oscar d'honneur, reconnaissant ainsi le génie qu'ils avaient autrefois rejeté. Le retour de Keaton à partir d'une seule ligne, peut-être le rôle le plus petit jamais utilisé pour relancer une carrière, prouve que Hollywood reconnaît parfois ses dettes envers les pionniers. Plus important encore, cela démontre comment l'industrie télévisuelle émergente pouvait offrir une seconde chance aux talents abandonnés par le système des studios. Elizabeth Taylor, Cléopâtre, 1963. Une cicatrice de trachéotomie encore fraîche sur la gorge, Elizabeth Taylor est assise dans une chambre d'hôpital à Londres en mars 1961. Son avenir incertain. Elle a déjà filmé 16 minutes de Cléopâtre avant qu'une pneumonie quasi fatale n'oblige l'arrêt de la production. 20th Century Fox, confronté à des coûts de production sans précédent, invoque leur police d'assurance et annule son contrat d'1 million de dollars, le plus élevé jamais payé à une actrice. Puis quelque chose d'inattendu se produit. Les assureurs refusent. Leurs actuaires calculent que sans Taylor, les 7 millions de dollars déjà dépensés n'ont aucune valeur de revente. La reine égyptienne et la star aux yeux violets sont devenues inséparables dans l'imaginaire du public. 11 mois de négociations à enjeux élevés suivent. Le réalisateur Joseph L. Mankiewicz refuse de continuer sans Taylor. La production se déplace de Londres à Rome à un coût énorme. Les avocats de Taylor élaborent un accord révolutionnaire, $50 000 par semaine supplémentaire, plus 10% des recettes brutes, faisant d'elle le premier acteur susceptible de gagner 8 chiffres si le film réussit. La facture finale de production atteint 44 millions de dollars, soit environ 426 millions de dollars actuels. Pourtant, Taylor s'impose comme la gagnante incontestée. Cléopâtre finit par dégager un maigre profit après une ressortie en 1969. Mais son plus grand héritage est la vente désespérée par Fox des droits télévisés pour 5 millions de dollars, l'accord TV pour un film unique le plus lucratif jusqu'à ce moment-là. Le salaire de Taylor brise un plafond psychologique dans l'économie de Hollywood. En 3 ans, Richard Burton, Steve McQueen et Sophia Loren négocient tous des garanties d'1 million de dollars en se référant au précédent de Cléopâtre. Une star autrefois considérée comme trop malade pour travailler avait réécrit les règles financières de l'industrie. Les dirigeants de Fox, échaudés, instaurent la clause Taylor dans les contrats suivants, limitant la participation aux bénéfices d'une star, jusqu'à ce qu'un film récupère ses coûts négatifs. Mais le génie était sorti de la bouteille. Les grandes stars ne se contenteraient plus jamais de salaires fixes.
Quarantaine. Ingrid Bergman, Anastasia, 1956. 14. Mars 1950. Le sénateur Edwin C. Johnson qualifie Ingrid Bergman de puissante influence du mal au Sénat. Sa condamnation tonitruante suit l'annonce de sa grossesse par le réalisateur italien Roberto Rossellini, alors qu'elle est encore légalement mariée à son premier mari. La réaction publique est immédiate et dévastatrice. Les propriétaires de salles de cinéma annulent les projections de ses films. Son nom devient toxique lors des réunions de casting. Au sommet de sa gloire, seulement 4 ans après Casablanca, Bergman s'exile en Italie, croyant que sa carrière à Hollywood est terminée à jamais. Pendant 6 ans, son nom apparaît rarement dans les chroniques de divertissement américaines, sauf comme une mise en garde. Pendant ce temps, la 20th Century Fox obtient les droits de distribution aux États-Unis pour le succès de Broadway Anastasia, mais n'a pas d'actrice principale rentable pour l'adaptation cinématographique. Le rôle, une femme prétendant être la princesse russe perdue, nécessite à la fois de la vulnérabilité et une allure aristocratique. Le producteur Buddy Adler fait un pari calculé. Il télégraphie à l'agent de Bergman à Paris, proposant $250 000 plus l'approbation du scénario, une somme extraordinaire pour une actrice que Hollywood avait déclarée intouchable. La stratégie de production garde Bergman en sécurité à Londres, loin des tabloïds américains et des protestations potentielles. Quand Anastasia sort le 13 décembre 1956, le public dissocie l'artiste des gros titres. Le film rapporte 4,5 millions de dollars sur le marché intérieur, soit 4 fois son coût négatif. Bergman remporte son 2e Oscar, un Golden Globe, et reçoit finalement des excuses officielles lues au Congrès en 1972. Le retour de Bergman démontre que les listes noires morales pouvaient être surmontées grâce au financement étranger et à un matériel source éprouvé. Un modèle qu'Hollywood utiliserait à plusieurs reprises pendant l'ère McCarthy. Plus significativement, cela marque le début de la fin des clauses morales des studios, car le public montre qu'il se soucie plus des performances que de la vie personnelle. Joan Crawford, Mildred Pierce, 1945. Mémo des dirigeants de Warner, 1944. Crawford, poison au box-office, rejeté pour Mildred. L'évaluation directe reflète la sagesse conventionnelle à propos de Joan Crawford, qui avait été renvoyée par MGM après 18 ans lorsque ses films ont cessé de générer des profits. À 40 ans, Crawford fait face à la perspective la plus terrifiante d'Hollywood, l'irrélevance. Le réalisateur Michael Curtiz veut Barbara Stanwyck pour le rôle-titre dans Mildred Pierce, une mère divorcée déterminée qui construit un empire de restaurants. Crawford, désespéré d'obtenir le rôle, se porte volontaire pour quelque chose qu'aucune star établie ne considérerait jamais. Un essai à l'écran humiliant. Les archives du studio montrent que Curtiz visionne les images 2 fois, notant avec surprise. Elle possède l'objectif. Il engage Crawford pour $100 000 avec une demande inhabituelle. D'éloges pour ses costars. Un geste destiné à reconstruire la bonne volonté dans l'industrie. Le tournage s'avère volcanique. Curtiz hurle à propos des épaules rembourrées emblématiques de Crawford. Elle refuse de les abandonner. Il exige 20 prises de scènes simples. Elle exécute chacune avec une précision mécanique. Mais la tension crée quelque chose d'électrique. Une performance qui relie le passé, glamour de Crawford, à une nouvelle image à l'écran plus dure et tranchante. Mildred Pierce rapporte $5 600 000 dans le monde entier en dollars de temps de guerre. Une somme extraordinaire, alors que la fréquentation des théâtres était en déclin. Crawford remporte l'Oscar qu'elle fait semblant d'accepter alors qu'elle est malade au lit, bien qu'elle était en réalité trop nerveuse pour assister à la cérémonie. L'étiquette de poison au box-office disparaît des publicités professionnelles dans les 24 heures suivant la sortie du film. Warner Brothers, impressionnés par le retour sur leur pari, réécrivent leur protocole d'acquisition de talent. Tout acteur établi peut désormais demander de passer un test à l'écran pour un rôle déjà rejeté par le casting du studio. La note de Crawford devient une politique officielle et les rôles de retour deviennent une stratégie de casting délibérée plutôt que des heureux hasards. Olivia de Havilland, The Snake Pit, 48. L'héritière, 49. En 1943, tandis que la plupart des stars d'Hollywood se concentrent sur les tournées de bons de guerre, Olivia de Havilland, âgée de 27 ans, mène un autre type de bataille. Lassée par Warner Brothers, qui prolonge son contrat de 7 ans par l'accumulation de suspects.
Période de rétention, elle dépose une plainte contestant les fondements mêmes du système de studio. Pendant 2 ans, l'affaire parcourt les tribunaux de Californie, tandis que de Havilland reste mise à l'écart professionnellement. Lorsque la Cour suprême de l'État statue finalement en sa faveur en 1945, la réponse de l'industrie est rapide. Une mise sur liste noire non officielle. Pendant 23 mois atroces, aucun grand studio ne veut l'engager. Puis, le réalisateur Anatole Litvak lui offre le premier rôle dans The Snake Pit, un drame révolutionnaire sur la maladie mentale que la plupart des actrices craignent d'accepter de peur d'abîmer leur image glamour. La structure de l'accord révèle la nouvelle réalité de Hollywood. 100 000 $ contre 7% du brut, selon un arrangement indépendant chez Fox. Paramount enchaîne avec L'Héritière, un autre rôle exigeant d'une femme simple émotionnellement maltraitée, qui trouve une force inattendue. Les sorties consécutives rapportent 8 millions au total, 2 nominations aux Oscars et une victoire pour de Havilland. Plus important que les récompenses, la décision d'appel de la Californie, section 2855, devient connue comme la loi de Havilland, limitant tous les contrats de service personnel à 7 années calendaires. Chaque contrat de star signé depuis 1944 se conforme à son précédent juridique. La victoire transforme non seulement sa carrière, mais aussi toute la dynamique de pouvoir entre les talents et les studios. En moins de 10 ans, les sociétés de production indépendantes formées par des stars deviennent courantes et le contrat exclusif à long terme commence son lent déclin. Une seule bataille juridique dure plus longtemps que le studio qui l'a menée. Preuve que les victoires judiciaires peuvent surpasser les triomphes au box-office. Bela Lugosi, dans un théâtre de Beverly Hills. La renaissance inattendue provoque la panique dans les bureaux des cadres d'Universal. Ils ont laissé leur franchise de monstres dépérir, tout en libérant les stars d'origine de leur contrat. Bela Lugosi, l'homme qui a défini le conte Dracula pour des générations, est fauché et considéré comme dépassé en 1938. Son accent hongrois prononcé, autrefois exotique et menaçant, a limité ses options de casting à mesure que les films parlants évoluent. Il est réduit à des petits rôles et à des apparitions dans de petits théâtres. Quand Universal décide de relancer leur franchise d'horreur avec Le Fils de Frankenstein, Boris Karloff est naturellement choisi en premier, reprenant son rôle de monstre. Lugosi se voit offrir un caméo de 3 jours en tant qu'Igor, un berger au cou brisé aux intentions meurtrières. Le réalisateur Roland Feely perçoit quelque chose dans l'énergie désespérée de Lugosi lors des premiers tournages. Il développe le rôle, et Lugosi reste sur le plateau pendant 9 semaines, gagnant 3 500 $, bien en dessous du cachet de Karloff, mais 3 fois le revenu annuel de Lugosi en 1938. Le ricanement, le cou tordu d'Igor volant chaque scène, offrant à Lugosi un nouveau type de personnage à incarner, le méchant grotesque, mais sombrement humoristique. La performance le réancre comme pilier de l'horreur pour la décennie suivante, y compris le succès Abbott & Costello, Meet Frankenstein, en 1948. Le renouveau improbable commence avec le pari d'un directeur de théâtre sur de vieilles bobines, rappelant que les fortunes de Hollywood dépendent parfois des plus petites décisions. Universal crée ensuite un département formel d'exploitation de la bibliothèque pour ressortir régulièrement leurs classiques, transformant les actifs de leur catalogue en source de revenus et offrant aux anciennes stars des secondes chances inattendues. Sur une période de 30 ans, du drame judiciaire de Davis au dernier film inachevé de Monroe, ces 10 retournements ont reprogrammé la façon dont Hollywood évalue les risques, rédige les contrats et mesure la durée de vie commerciale d'une star. Individuellement, ce sont des récits de retour captivants. Collectivement, ils tracent la lente mort du système de studio inébranlable. Si vous avez appris quelque chose de nouveau de cette leçon d'histoire hollywoodienne, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires quel retour vous a le plus surpris ou quelle star oubliée mérite sa propre histoire de rédemption. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous qu'à Hollywood, comme dans la vie, parfois les troisièmes actes les plus convaincants commencent après que tout le monde vous ait rayé.